Bonjour à toutes et à tous, RFI, Radio France Internationale. Il est 16h à Dakar, 17h à Paris, 18h à Gaza. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Lundi 25 mars, ravi de vous retrouver. Au sommaire de cette édition, le Sénégal est à la une. Les résultats de l'élection présidentielle ne sont pas encore officiels, mais le candidat Amadou Ba appelle au téléphone Bassirou Diomaye Faye pour le féliciter de sa victoire dès le premier tour. Nous sommes à Dakar dans un instant. Pour la première fois depuis le début de la guerre à Gaza, le Conseil de sécurité de l'ONU vote pour un cessez-le-feu immédiat. Un arrêt des combats immédiat. Et puis enfin, Emmanuel Macron est en Guyane avec de nombreux défis pour ce département français, dont la lutte contre les trafics en tout genre, notamment l'orpaillage, notamment celles et ceux qui recherchent de l'or. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Au Sénégal, l'alternance politique est en marche. Une page de l'histoire du Sénégal est en train de se tourner. Après les années Macky Sall, Bassirou Diomaye Faye sera le nouveau président sénégalais. Au lendemain de l'élection et alors que les résultats ne sont pas encore officiels, le candidat Amadou Ba reconnaît sa défaite. Le candidat de la majorité et principal rival, concurrent de M. Faye, l'a félicité au téléphone pour sa victoire dès le premier tour. C'était il y a un peu plus d'une heure. Léa-Lisa Vesterhoff est à Dakar pour RFI. Je félicite le président Bassirou Diomaye Faye pour sa victoire dès le premier tour. C'est en ces termes que l'ex-premier ministre et candidat de la coalition au pouvoir Amadou Ba a reconnu sa défaite dans un communiqué et après s'être entretenu par téléphone avec l'opposant a confirmé le porte-parole du gouvernement Karim Fofana. Voilà qui met fin à de longues heures d'incertitude depuis le début du dépouillement des résultats du vote hier soir et bien avant l'annonce de résultats officiels. Amadou Ba cite des tendances des résultats de l'élection présidentielle pour confirmer la victoire de son concurrent. Depuis hier, des estimations partielles données par les médias sénégalais et des résultats non officiels compilés par les candidats plaçaient le prétendant du parti de l'opposant Ousmane Sonko largement en tête face à Amadou Ba. Avec la reconnaissance de cette victoire, c'est donc une page de l'histoire de la démocratie sénégalaise qui se tourne et une alternance démocratique qui s'amorce. Bassirou Diomaye Faye, 44 ans aujourd'hui, est quasi inconnu des Sénégalais il y a encore un an. Le candidat de substitution du leader de l'opposition Ousmane Sonko, qui n'avait pas pu se présenter à la présidentielle, devient ainsi le 5e président de la République du Sénégal. Léa-Lisa Vesterhoff, Dakar, RFI. La guerre à Gaza, après 170 jours de conflit meurtrier entre le Hamas et Israël, le Conseil de sécurité de l'ONU, la plus haute instance des Nations Unies, exige un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Cette fois-ci, et contrairement à vendredi dernier, les 15 membres du Conseil de sécurité, 5 permanents, 10 autres pays tournants, se sont mis d'accord. Bonjour Guilhem Delteil. Bonjour Adrien. Ce texte est le résultat de plusieurs jours de négociations pour dépasser les blocages, les différences de point de vue entre les 15 pays membres. Oui, depuis le début de la guerre, le 7 octobre dernier, les États-Unis ont bloqué toutes les résolutions qui demandait un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Washington apportait son soutien à son allié israélien. Mais la position des États-Unis a commencé à changer la semaine dernière. Ils ont présenté un texte qui appelait à un cessez-le-feu. Pour beaucoup de pays, notamment la Chine et la Russie, qui ont voté contre, cette proposition de résolution ne répondait pas à l'urgence de la situation. Le cessez-le-feu voulu par les États-Unis n'était pas immédiat. Il était lié à la libération des otages israéliens retenus dans la bande de Gaza. Un groupe de 8 pays, des membres non permanents du Conseil de sécurité, ont donc négocié tout le week-end pour parvenir à un compromis avec les États-Unis. Finalement, cette résolution exige un cessez-le-feu immédiat pour le mois du Ramadan. Ce cessez-le-feu demandé est donc
temporaire, mais il doit mener à un cessez-le-feu durable, estime le Conseil de sécurité. En parallèle, la résolution exige la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages. Le texte a été voté par 14 des 15 pays du Conseil de sécurité et les États-Unis, eux, se sont abstenus. Ils n'ont pas voté, laissant ainsi passer la résolution. Un choix qui augmente la pression sur leur allié israélien. Le Hamas qui salue l'appel du Conseil de sécurité des Nations Unies à un cessez-le-feu. Le Hamas qui dit par ailleurs sa volonté d'engager dès à présent un processus d'échange de prisonniers. Le journal en français facile. Il est 18h05 à Kiev, la guerre en Ukraine, à Kiev, la capitale. Eh bien, des missiles se sont abattus tôt ce matin sur cette grande ville du pays, des missiles russes qui ont au moins blessé 10 personnes. Près de 3 jours après cette attaque terroriste à Moscou, la capitale russe, toujours sous le choc. Cet attentat a fait au moins 137 morts vendredi soir. Les autorités disent avoir arrêté les 4 auteurs présumés de ce massacre. Les autorités promettent de les punir. Ils auraient même déjà été torturés. Mais certains veulent aller encore plus loin. Appliquer la peine de mort pour les terroristes, ce qui n'est officiellement pas le cas aujourd'hui en Russie. Alors le retour de la peine capitale va être discuté à la Douma, le Parlement russe, cette semaine. Le sujet pourtant divise les Russes, comme a pu le constater notre correspondante à Moscou, Anissa El Jabri. Certains sont revenus 2 fois pour pouvoir donner leur sang dans cet hôpital de l'ouest de Moscou. Ont attendu jusqu'à 1 heure sous la pluie. Visage fermé, souvent peu bavard, avec, disent-ils, des émotions mêlées, le choc, la tristesse. Mais même quand la colère domine, quand on se sent à l'unisson d'un pouvoir qui promet en boucle un châtiment sévère pour les auteurs et les commanditaires, ce n'est pas le retour de la peine de mort qui est le plus cité. C'est une question très compliquée. Pour moi, la peine de mort, c'est non. En même temps, je pense que même si ça peut sembler très cruel, que ces gens-là, on devrait les laisser croupir en prison jusqu'à la fin de leur vie. Cette parole dure est pourtant plutôt rare. C'est un débat compliqué sur un sujet délicat, mais je ne lierai pas les événements émotionnels de ces derniers jours à des modifications législatives aussi graves. D'abord, en ce moment, nous sommes tournés vers notre deuil. Et puis je pense que tuer des gens, en général, c'est une mauvaise chose. Ça voudrait dire faire à peu près la même chose que ce qui a été fait au Crocus. On ne devrait pas en arriver là. En Russie, passer en justice signifie à 99% être condamné. De nombreux mouvements, comme celui d'Alexei Navalny, ont aussi été classés extrémistes, tout comme ce que la justice a qualifié de mouvement international LGBT, sans préciser à quelles organisations ou individus elle faisait référence. Anissa El Jabri, Moscou, RFI. Et après l'attentat de Moscou, revendiqué par le groupe État islamique, la France se protège. La France relève son dispositif Vigipirate, 4000 militaires placés en alerte. RFI 13h08 à Cayenne, Emmanuel Macron est en Guyane pour évoquer différents sujets, notamment la lutte contre le trafic d'or. Reportage à bord d'un nouveau bateau de la France à Matoury, Valérie Gasse. Donc là on est sur l'embouchure du Mahuri et en amont il y a beaucoup aussi d'orpaillage. Donc il y a beaucoup de logistique aussi qui transite par ici. L'orpaillage illégal, c'est l'un des trafics contre lesquels lutte la brigade fluviale et nautique de Matoury, dont l'adjudant-chef Eddy P est le commandant. Mais ce n'est pas le seul. Trafic de drogue, d'armes, arrivées de clandestins font partie de leur mission. Et quand ils naviguent le long des côtes de la Guyane, le Suriname d'un côté et le Brésil de l'autre, les gendarmes de cette équipe sont à l'affût de toutes les embarcations suspectes. L'adjudant Benjamin P, qui pilote le nouveau Zodiac rapide de la brigade, baptisé Jaguar, a ralenti pour observer un bateau. Ça peut ressembler de loin à ce type d'embarcation qu'on cherche. Et là, c'est des pêcheurs, ils sont 2 à l'avant, ils sont en train de remonter un filet et l'embarcation a l'air vide. Le but est levé alors. C'est ça. Repérer les trafiquants n'est pas facile car ils sont très organisés, comme l'explique l'adjudant-chef. Ils mettent en place donc des guetteurs dans les embouchures, sur les fleuves, à des carrefours sur la route pour pouvoir repérer et annoncer en fait
les différents dispositifs qui sont mis en place. Vous appelez comment ? Les sonnettes. Et parfois, les interventions sont dangereuses. Il y a un an, le major Arnaud Blanc a été tué lors d'une opération contre l'orpaillage illégal. La lutte contre tous ces trafics, c'est l'un des enjeux de la visite d'Emmanuel Macron. Valérie Gas, Cayenne, RFI. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Radio Foot International est à suivre.